À la une ce soir, la piscine du Carbet. À Caen, la réouverture, question posée par une trentaine de manifestants mobilisés ce matin, plus d'un an après la fermeture de la structure. Nous entendrez la réponse de Louis Boutrin. L'effervescence à l'hippodrome de Carrère, J-1 avant le Grand Prix de la CTM. Dans quel état d'esprit sont les jockeys? Réponse dans un instant. Nous reviendrons sur l'organisation de la course avec notre invité Hugues Jean-Louis. Une escapade à Saint-Pierre dans votre JT des communes du samedi. Les difficultés des commerçants, le manque de places de stationnement ferait fuir les touristes. Et puis une visite guidée du nouvel observatoire vulcanologique et sismologique bientôt en service. Enfin, les filets du gardien de but de l'Aiglon ont rempli 3 fois hier soir lors de la 13e journée du championnat de Régional 1 en football. Nous reviendrons sur la victoire samaritaine en fin d'édition. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Président de club, usagers, membres de la fédération de natation, main dans la main pour demander la réouverture de la piscine du Carbet. L'outil n'est plus accessible depuis plus d'un an en raison de travaux interminables. Louis Boutrin, conseiller exécutif de la CTM, a annoncé ce matin une possible réouverture dans 15 jours aux manifestants qui étaient rassemblés devant la piscine du Carbet. Le reportage de Sandrine Claude et de Michel François. La question à l'origine de la mobilisation ce matin à la piscine du Carbet. Depuis 1 an et demi, la structure est fermée pour travaux. Une situation aussi bien pénalisante pour les nageurs que pour les parents qui, en attendant, ont dû trouver un plan B. On faisait Saint-Pierre-Lorrain et c'était très dur. L'année dernière, en fait, ils allaient sur le Lorrain, donc il fallait faire le trajet 3 à 4 fois dans la semaine. Donc après l'école, donc les allers-retours comme ça, donc c'était très fatigant. On nous avait promis que ce serait ouvert pour avant la fin de l'année 2017 et malheureusement, il n'y a toujours pas la piscine. Donc du coup, on est toujours en attente. Une date de reprise très attendue. La piscine est utilisée par de nombreux clubs, y compris des sportifs de haut niveau. La fermeture a déjà largement impacté leurs activités. Le club a perdu pratiquement tous ses adhérents, mais on a un club qui est agonisant là aujourd'hui. Donc il fallait absolument qu'on réagisse et que la CTM, qu'on puisse avoir des informations précises de la CTM sur la date d'ouverture de la piscine. Si cette date n'avait jusque-là pas encore été communiquée, les travaux sont pourtant bel et bien terminés. En charge des sports à la CTM, Louis Boutrin s'est voulu rassurant face à la Ligue et aux responsables de club quant à une réouverture imminente. Nous avons obtenu satisfaction dans un premier temps pour des entraînements secs au Carbet le soir. Et puis une fois que le bassin réouvrira, les entraînements biquotidiens pourront reprendre. Donc pour nous, en effet, c'est une satisfaction. Pour la collectivité qui a investi 500 000 € pour la modernisation des équipements, seuls quelques détails restent à régler pour entériner la réouverture de la piscine. Il y a un problème qui se pose, qui est celui de la sécurité. La piscine, comme vous le voyez, elle est opérationnelle. Mais le système d'alarme n'était pas en conformité. Il a fallu faire des travaux, lancer un appel d'offres pour choisir l'entreprise. Et maintenant, la CTM a saisi officiellement le maire du Carbet qui doit réunir la commission de sécurité. Nous attendons maintenant la validation par la commission de sécurité. Les 1500 usagers de la piscine devront encore attendre jusqu'à validation par la commission de sécurité. La piscine territoriale devrait rouvrir d'ici une quinzaine de jours. On va parler hippisme maintenant avec le rendez-vous de l'année pour les passionnés de chevaux et de paris sportifs. Le Grand Prix de la CTM, c'est demain à l'hippodrome de Carrère. Ce matin, l'heure était au dernier préparatif. Voyez ce reportage de Sandrine Claude. À la veille du grand départ, Jean-Luc procède aux derniers ajustements. Cet entraîneur aguerri croit cette année plus que jamais en ses chances. L'an dernier, l'un de ses chevaux avait déjà obtenu une seconde place. L'objectif cette fois est de faire encore mieux grâce à un travail de longue haleine en amont. Le travail est fait depuis au moins 2-3 mois. C'est des grandes préparations, c'est des courses. On court course après course et après les derniers jours, on affûte, on fait marcher, on regarde si c'est bien. On connaît son cheval et puis on fait les choses pour. Il faut du boulot, il faut de la patience, il faut quelqu'un qui vous montre le cheval. Pour gagner une course réellement, il faut avoir quelqu'un qui tous les matins qui comprend le cheval et qui vous comprend aussi. Avec plus de 30 ans d'expérience en course hippique, Didier a aujourd'hui à son actif un beau palmarès, 4 grands prix,
C'est avec une assurance certaine qu'il va donc prendre le départ de la course demain. Pour lui, comme pour beaucoup de jockeys, le Grand Prix de la CTM est un temps fort à ne rater sous aucun prétexte. On s'attend quand même à un beau prix. Tout le monde, c'est l'événement de l'année ici. Donc tout le monde se prépare, s'est préparé pour ça. Que le terrain soit bon ou pas bon, tout le monde s'est préparé pour ça. C'est l'objectif de l'année. Et puis c'est la course la plus dotée de la Martinique. Et quand vous gagnez un Grand Prix, ça fait du bien pour le palmarès. C'est ici en coulisses que la retransmission en direct du Grand Prix sera gérée. Aux manettes, Max et son équipe. On a un ingénieur de la vision donc qui règle les caméras en fonction de la luminosité. On a un réalisateur. Il y a un technicien au ralenti, donc, puisque on nous demande de repasser des images. Donc il y a une demande de la part des commissaires qui nous demandent de repasser les images dans des axes un peu différents. Et on a aussi des exigences de Equidia. Une visibilité internationale pour un Grand Prix qui, au fil des éditions, se construit sa notoriété. Il ne reste plus qu'à espérer que le spectacle soit au rendez-vous demain. Voilà pour l'ambiance des préparatifs. Bonsoir Hugues Jean-Louis. Bonsoir. Vous êtes le président de l'hippodrome de Carrère, que l'on appelle d'ailleurs maintenant hippodrome de Martinique, pour sa hippodrome de Martinique, Maurice Briard-Dawson. Voilà, c'est complet. Alors, comment se présente la compétition ? Demain, non, il a plu quand même ces derniers temps, comme vous l'avez remarqué, mais tout a été fait pour qu'on puisse courir dans des conditions idéales sous ce Grand Prix cette année. Donc je ne pense pas qu'il y aura trop de problèmes. Le terrain sera lourd, c'est clair, mais bon, c'est des conditions que nous connaissons déjà. Est-ce que tous les jockeys sont arrivés ? Ils sont tous là, il y en a qui arrivent ce soir. Et puis d'autres personnes d'autres délégations, puisque nous attendons une délégation d'amis de Sainte-Lucie, de Guyane aussi qui arrive ce soir, mais enfin, tout le monde sera là. Alors, au niveau des compétiteurs, est-ce qu'il y a des grands noms ? Des grands noms, oui. On a des jockeys très connus, comme Jérôme Cab. Mais vous savez, d'habitude, nous invitons toujours des jockeys. Nous avons préféré ne pas inviter cette année. Pourquoi ? Parce que chaque propriétaire préfère choisir son jockey. Et en général, il a toujours un jockey qui monte pour lui pendant toute l'année. Donc, il préfère garder le jockey qui connaît son cheval pour cette grande course. Alors, la grande course, donc, c'est demain. L'hippodrome de Carrère est un hippodrome où il y a toute l'année des courses qui sont proposées, mais pas forcément de l'envergure de celle du Grand Prix de la CTM. Est-ce que vous allez vers, justement, est-ce que ces courses prennent encore plus d'envergure et d'ampleur ? Alors, nous avons pris énormément d'importance cette année, puisque notre hippodrome a été enfin reclassé en BA, équivalent à beaucoup d'hippodromes très importants de la métropole. Et nous avons énormément de courses premium, c'est-à-dire des courses qui sont retransmises par la chaîne Equidia dans le monde entier. Donc, nous avons 10 journées de courses qui sont retransmises sur Equidia. Donc, notre hippodrome a pris énormément d'importance dans le giron national des courses. Alors, cette année, le Grand Prix de la CTM représente à peu près un peu plus de 2 millions d'euros de paris. Est-ce que vous voyez un engouement autour des paris sportifs en Martinique ? Alors, l'an dernier, nous avons eu 2 millions. Cette année, nous pensons battre ce record, 2 millions en général, 2 millions d'euros. C'est énorme parce que quand vous passez autour des PMU, vous voyez l'importance des courses. C'est très important, les courses dans le giron économique. Au fait, les courses ont pris énormément d'importance et touchent quatre secteurs du giron social. Le tourisme, puisque avec la vision que nous avons sur Equidia, l'agriculture, puisqu'il n'y a pas de course, il n'y a pas d'élevage, le volet développement économique, puisque les courses génèrent énormément d'emplois directs et indirects, puisque aussi bien des gens qui montent à cheval, qui entraînent des chevaux, qui s'occupent des chevaux, et aussi des vendeurs d'alimentation. Donc, vous savez, les courses ont énormément d'importance sur la Martinique et vont prendre de plus en plus de l'importance. Donc, nous avons tout fait pour avoir justement cette envergure internationale pour pouvoir rajouter un plus dans le volet social de notre pays. Alors, est-ce que les Martiniquais sont de grands joueurs ? Énormément. Énormément. On fait partie, Martinique, Guadeloupe, Guyane, des départements où on joue le plus. Les montants d'enjeux sur l'île est très, très important. Et c'est une des raisons qui fait qu'on nous prend au sérieux maintenant. Alors, on va rappeler le programme de demain. Donc, il y aura notamment plusieurs courses qui vont se dérouler dans la matinée et ensuite le Grand Prix l'après-midi. Il y aura les courses, les 6 courses premium qui vont se dérouler à partir de 12h et qui vont s'enchaîner à une demi-heure d'écart.
à la fin, nous avons 2 courses de trot, puisque nous sommes une hippodrome mixte qui fait les 2 activités, trot et galop. Et à côté de ça, pendant toute la journée, à partir de 10 h, nous avons plein d'animations dont nous vous conseillons de venir à Carrère en famille, parce que nous avons un volet artisanal avec des expositions. Nous avons un concours d'élégance, ce qui est très sympa. Nous avons des démonstrations de poney, des courses de poney, des jeux pour les enfants. Donc, vous pourriez venir passer une très, très bonne journée à Carrère demain. Et apparemment, il ne va peut-être pas pleuvoir. Vous attendez combien de personnes? En moyenne, nous avons à peu près 5-6 000 personnes sur l'hippodrome le jour du Grand Prix. Merci beaucoup, Hugues Jean-Louis. Je rappelle que vous êtes le président de l'hippodrome de Martinique et donc vous êtes venu nous parler de ce Grand Prix de la CTM qui se déroule demain. Merci à vous. On poursuit ce journal en Guadeloupe, les grands travaux sur les réseaux routiers. Harry Chalus, président de région, en a fait sa priorité. Yvan Lemar l'a suivi lors d'une visite, notamment celle du prochain chantier, celui d'une 2x2 voies, le reportage. Pour cette visite de terrain, la délégation menée par Harry Chalus avait rendez-vous à Beau-Soleil et à Vonche-Bémao, où une mise en 2x2 voies de la RN2 est prévue entre les 2 ronds-points afin d'améliorer la circulation. Il faut des préalables concernant ces travaux, notamment résoudre le problème du foncier, ce qui est fait aujourd'hui. Le marché est signé, donc le président Chalus est venu donner le signal de départ. Donc dès la semaine prochaine, les entreprises sont conviées à commencer les travaux ici pour la réalisation de cette tranche de 2x2 voies ici à Vonche. La mise en place des travaux va débuter dès lundi prochain. C'est un travail qui est conséquent, qui va durer quand même au total à peu près 2 ans. Il y a des travaux qui vont nécessiter des basculements de circulation. Alors évidemment, le point important, c'est qu'on va maintenir en permanence les 2 voies de circulation existantes. Alors, parfois, on sera obligé de les déplacer, mais elles seront toujours maintenues ouvertes, puisqu'évidemment, il n'est pas question de fermer la route. Il y a également un travail important de coordination avec l'ensemble des occupants du domaine public. Ça fait partie des choses qui sont contraignantes et qu'on mène de manière parallèle à l'avancée des travaux. La délégation s'est ensuite rendue à La Jaille pour voir l'avancée des travaux commencés sur ce giratoire. L'ouverture d'une nouvelle voie est programmée en février. Pour finir cette visite, Harry Chalus et son équipe se sont arrêtés à Jarry, où des travaux de réaménagement du boulevard de Welbourg devraient débuter le mois prochain. J'ai effectivement découvert qu'on ne donnait pas de pénalités de retard aux entreprises. J'aurai une réunion la semaine prochaine avec toutes les entreprises sur les marchés à la région pour les dire que nous allons mettre des pénalités de retard. Et si aussi il y a des moratoires, des intérêts moratoires à payer par la région, nous le ferons. On perd trop de temps. L'an dernier, c'est 58 millions de travaux que nous avons signés, 16 millions de routes. Nous allons encore lancer 16 millions de travaux sur les routes. Nous avons 200 millions d'investissements. Je n'ai plus de temps à perdre. On a assez dit, il faut qu'on aille, il faut qu'on fonce. Il y a du travail à faire en Guadeloupe pour relancer l'économie, comme je le dis, pour donner du travail à notre jeunesse. Maintenant, plus question de perdre du temps. Et là, je serai intransigeant avec tout un chacun. Car il y a une seule personne qui devrait rendre des comptes, c'est Harry Chalus. Parmi les autres projets prévus, celui de la déviation de la Boucan. Les travaux devraient débuter fin 2018. Le montant de l'ensemble des chantiers visités aujourd'hui s'élève à 26 millions d'euros. En Guyane, le doux son des picolettes, sporophiles curieux de son nom scientifique, une posture majestueuse et un chant facilement reconnaissable parmi les autres oiseaux. Résultat, beaucoup de Guyanais adoptent un picolette comme animal de compagnie. Rencontre avec un passionné, voyez ce reportage de Jonathan Lariot. On va manger On change? Mais oui. Mais oui, on va changer. Allez hop. Tous les jours, dès le lever du soleil, Marc se livre à un véritable rituel quotidien. Je fais toujours un tour de cage, vérifier si tout le monde va bien, si tout le monde a à boire, à manger. Ben, c'est un peu mes bébés, hein. C'est vrai qu'on en prend soin comme si c'était des petits-enfants. Parce qu'après, ils sont assez fragiles et tout, donc on en prend soin, ouais. Il faut. Les bébés à qui s'adresse Marc, ce sont eux, des picolettes, de petits oiseaux chanteurs très prisés en Guyane. Comme beaucoup de Guyanais, pour ce père de 41 ans, les picolettes qui partagent sa maison sont plus que de simples animaux domestiques. Ils font partie intégrante de sa vie. C'est-à-dire que tous les oiseaux qu'il y a à la maison, comme pour les enfants, ils ont un nom.
Donc ça me permet d'avoir vraiment une plus grande relation avec. Donc lui c'est Picasso et puis il y en a d'autres, il y a Chronos qui est à côté. C'est une passion que j'ai depuis tout petit. J'ai eu l'occasion de la découvrir par rapport à des amis dans le quartier ou bien par rapport à mon beau-frère. C'est vrai que les journées où je m'en occupe pas, j'y pense fortement. Voilà monsieur, service. Mais la passion pour les picolettes ne s'arrête pas là, car ces oiseaux sont aussi de grands compétiteurs. Simarc est surtout porté par l'élevage et ne possède aucun oiseau pour de la compétition. Plusieurs fois par an, les amateurs se réunissent autour d'un championnat où leurs protégés s'affrontent dans un concours de chant. À la maison, de temps en temps, les week-ends, j'aime bien les faire s'affronter, non pas pour la compétition, mais vraiment pour l'entraînement et puis pour qu'ils puissent garder une forme et quand même s'habituer, quoi. Il y a un vrai business qui se fait autour et c'est vraiment quelque chose de grand, quoi. Il y en a qui vont même apparier des voitures ou des maisons, ça se fait notamment au Brésil. Paris des 4x4 pour des oiseaux par exemple. Donc après c'est vrai que c'est quelque chose qui a une grande ampleur. Ça demande de l'entraînement. En Guyane, cet oiseau est une véritable institution. Ici, ce n'est pas son chien que l'on promène, mais ses picolettes. Dans les rues, à bout de bras et même au stade de football. Ils sont transportés partout en cage afin qu'ils s'habituent au bruit et aux personnes. C'est un oiseau qui est porté fièrement, de par tout le monde je pense. C'est un peu un oiseau roi. Arborer fièrement l'oiseau chanteur est une tradition indélébile du département. Certains parleraient même de légendes locales où ces oiseaux transporteraient l'âme de leurs ancêtres. Retour en Martinique pour votre JT des communes du samedi. Ce soir, escapade à Saint-Pierre, ville de tourisme, d'art, d'histoire, mais aussi de sciences en compagnie d'Hubert Bornil. Bonsoir à toutes et à tous. Nous avons pris le Siparis Express pour nous rendre à Saint-Pierre. Saint-Pierre, que vous connaissez, la ville d'art et d'histoire. D'ailleurs, il faut reconnaître que l'actuelle municipalité a dû user de gros arguments afin d'obtenir la reconduction du label Ville d'art et d'histoire. Saint-Pierre a ses plages avec ses restaurants, avec ses monuments à visiter, son vieux cimetière, le cachot de Siparis. Enfin bref, une histoire que l'on connaît magnifiquement bien en Martinique. On en parle dans quelques instants. On ira faire un tour du côté de l'Observatoire. Mais tout de suite, voyons Saint-Pierre en images et en musique. Situé à 1 km et en contrebas de l'actuel site de Font-Saint-Denis, l'Observatoire de vulcanologie et sismologique a été construit à Saint-Pierre. Il devrait être opérationnel dans le courant de ce premier semestre 2018. Le chantier conduit par la CTM devait être livré il y a quelques 2 ans maintenant, mais il a connu quelques contretemps. Les détails avec Sandrine Claude. Après 82 ans de bons et loyaux services, l'Observatoire demande des cadets devra tirer sa révérence. Sa non-conformité aux normes parasismiques lui a valu un remplaçant, cette imposante structure métallique située à seulement 1 km de là. Un bâtiment qui surplombe la ville de Saint-Pierre, en plus d'être en adéquation avec les besoins de l'équipe. C'est un observatoire qui a été conçu exactement suivant nos besoins actuels du 21e siècle, pas comme l'ancien qui avait été fait au 20e siècle et dans les années 1930. Donc celui-là, il devrait vraiment être adapté à la fois en taille, en technologie, en adaptabilité, en fonctionnalité. Il y a des nouveaux labos, il y a des nouvelles salles où on va pouvoir stocker notre matériel, stocker les roches. Si pour l'heure, la fin du chantier semble encore bien loin, l'équipe devra observer une période transitoire pour s'installer. On va déménager progressivement en plusieurs mois, il va nous falloir 2 mois à peu près pour déménager notre informatique, pour relancer tous les systèmes, puis après les arrêter là-haut. Donc ça va nous prendre quelques semaines pour arriver à faire ça proprement, pour que la surveillance, elle, soit continue dans tous les domaines. D'une superficie de 1400 m², la structure est équipée d'un groupe électrogène qui permet une autonomie jusqu'à 10 jours en cas de crise. Le bâtiment a été conçu pour résister aux plus forts phénomènes.
Vous avez ici la structure du bâtiment, donc c'est une structure métallique avec un bâtiment totalement rond et nous avons une paroi vitrée qui assure le clos et le couvert du bâtiment. Donc les vitres qui sont ici ont été prévues pour une tenue au cyclone, notamment les vitres extérieures. Nous avons demandé aux entreprises de rajouter des protections supplémentaires avec un film à l'intérieur qui va renforcer la protection de la vitre au cyclone. Le chantier, qui a débuté fin 2014, devait être déjà livré il y a 2 ans, puis en décembre dernier. Selon la collectivité territoriale en charge des constructions, le problème serait d'ordre administratif. On a été ralenti considérablement par une défaillance d'entreprise, donc ce qui nous a obligés de changer l'une des entreprises qui avait commencé des travaux et qui n'était pas en mesure de les terminer. Donc il y a une procédure administrative assez lourde et assez complexe. Donc nous arrivons au bout de cette procédure administrative pour remplacer l'entreprise défaillante et donc relancer le chantier. La fin des travaux est prévue pour le premier trimestre 2018, un chantier qui aura coûté la bagatelle de 10 millions d'euros. Outre le gain en sécurité et en confort, avec ce nouvel équipement, l'Observatoire espère attirer davantage de chercheurs régionaux. À Saint-Pierre, il n'y a pas que les passages incessants de camions. La saison touristique bat son plein en ce moment. Il faut dire que la ville d'Art et d'Histoire attire des voyageurs du monde entier. Un taux de pénétration assez exceptionnel cette année. Et pourtant, les commerçants font la grise mine. Selon eux, les touristes passent mais ne s'y arrêtent pas vraiment. Une difficulté qu'ils attribuent au manque de stationnement et de signalétique. Sandrine Claude. La ville de Saint-Pierre. Ses monuments, ses points de vue à couper le souffle. En pleine haute saison touristique, croisiéristes et vacanciers sont nombreux à déambuler dans les rues. Beaucoup viennent avant tout découvrir une commune historique. On vient à Saint-Pierre pour visiter pour le côté historique du pays. Donc là, on va aller chercher le petit train et puis faire un tour de petit train qui va nous permettre de visiter et d'apprendre l'histoire des événements qui se sont déroulés ici. Cette ville était composée d'une multitude de très beaux immeubles. Le Siparis Express, l'une des attractions phares de la ville, une excursion à la fois en train et à pied dans les rues pierrotines, accessible à tous. Nous prendrons notre départ face à cette fresque que je vous invite à découvrir du côté droit sur le mur. Parmi les escales les plus prisées, le théâtre de la ville. Détruit en 1902 lors de l'éruption de la montagne Pelée, le site est aujourd'hui l'un des principaux points d'attrait de Saint-Pierre. Avant, pendant et après l'éruption. Donc voilà le survivant miraculé de ce matin-là. Une histoire qui a également attiré ce couple venu de Sainte-Lucie. Volcan qui est ici, nous venons juste pour regarder et aussi pour l'histoire de la classe là. Moïse a quant à lui été particulièrement frappé par l'histoire de Siparis. Nous, l'argent là, ça a été terrible. Hein? À côté de nous, c'est le monde là qui sauvé, qui partait mort là, nous, c'était un jeune Noël. Moi, il était là parce qu'il partait faire rien. Ce qui expliquait sa survie. Le sauvetage du Siparis a été relaté par le père Marie, curé de Morne-Rouge. Il relate la découverte du prisonnier par 3 habitants du Morne-Rouge. Comme Sébastien, il y a ceux qui optent pour le musée de la vulcanologie. Sur le site, de nombreux vestiges permettent de redessiner une époque désormais révolue. Ça fait partie des pans, je pense, importants de la Martinique. Donc en venant visiter, ça paraît naturel de venir faire un petit tour, puis expliquer comme ça ce qui s'est passé aux enfants. Puis ça permet d'introduire aussi le mode de vie de l'époque. Si la ville connaît une forte fréquentation touristique, les commerçants estiment ne pas réellement pouvoir en profiter. Beaucoup de villes de la Martinique ont le même problème, c'est qu'on voit passer les bus et malheureusement on ne fait que les compter. Et on voit tous ces touristes dans ces bus et on se dit souvent mince, ils ne s'arrêtent pas dans nos villages alors que ce serait bien pour nos villages et pour l'économie de nos villages aussi de voir de temps en temps des bus s'arrêter. Et ensuite il y a le touriste qui loue sa voiture et qui arrive à Saint-Pierre et qui s'aperçoit qu'il est très difficile de se garer. Et là, donc ils vont arriver à un bout. Ils vont chercher, puis après, une fois qu'ils auront traversé, ils diront « bah tant pis, c'est dommage, on n'a pas pu trouver de place, donc on va aller dans la ville suivante ». La ville de Saint-Pierre lutte actuellement pour la sauvegarde de son label Ville d'Art et d'Histoire qui n'avait pas été renouvelé en temps et en heure. Un label qui devrait conforter la commune en tant que pôle d'attractivité majeur pour le tourisme martiniquais.
Retour sur la place du musée avec celui qui est en charge de la destinée de Saint-Pierre, Saint-Pierre, ville d'art et d'histoire. Christian Raffa, vous en êtes le maire, je viens de le dire. Alors, cette labellisation Saint-Pierre, ville d'art et d'histoire, on peut dire qu'elle s'impose plus que jamais. Elle s'impose, mais ça n'est pas une fin en soi. Le label est un levier que nous allons utiliser pour accélérer et booster l'économie touristique de la ville. En matière de notoriété, ça nous aide beaucoup. En matière d'accompagnement par la DAC, ça nous donne droit à un accompagnement pendant 2 ou 3 ans de notre service patrimoine qui est en sous-effectif. Nous allons mettre en place des guides. Des guides conférenciers, il nous manque des ressources humaines sur lesquelles nous allons être accompagnés. Mais comme je l'ai dit devant la commission à Paris, ce label, pour une ville de 4200 habitants, pour 6 millions de budget à peine, dont une bonne partie est consommée par les ressources humaines, ne peut pas assumer à elle toute seule. Et ils l'ont compris, ils l'ont avoué et ils m'ont dit que le ministère était à l'écoute d'un plan que nous allons mettre en place avec les DAC, les responsables locaux, pour l'accompagnement pendant quelques années de la ville et ensuite pour que cette ville puisse vivre de l'économie touristique qui en résultera. Mais c'est un gros travail qui nous attend et des engagements que nous avons pris devant cette commission. Alors Saint-Pierre est consacrée ville d'art et d'histoire depuis déjà 1990. Hein. Est-ce que la ville en a profité concrètement, ne serait-ce qu'au plan touristique? Écoutez, il faut être très clair. Dans les années 90, le maire de l'époque, Louis-Pierre Charles, a obtenu le classement de cette ville, la 101e de France à l'époque. Maintenant, nous sommes toujours à moins de 200 villes labellisées. Donc ceux qui voulaient faire croire que c'est un boulet d'être labellisé, parce que ça engendre des fouilles, ça n'a rien à voir. Hein. C'est 2 problèmes complètement différents. Il y a eu un travail de fait jusqu'au début des années 2000. Et ensuite, il y a eu effectivement un laisser-aller, un certain laisser-aller, et j'ai dû m'expliquer devant la commission, j'ai dû défendre le dossier de la mandature précédente qui a été assez en dessous de ce qu'il fallait faire. Je donne un exemple très clair, ce musée, à la fin des années 90, c'était entre 100 et 120 000 visites par an. Je l'ai retrouvé à entre 20 et 25 000 visites an, parce qu'il n'a pas été entretenu, le nécessaire n'a pas été fait. Ici en contrebas, c'était sur cette vieille bâtisse des feuilles de tôle complètement rouillées et une caisse de bière jaune que vos caméras ont peut-être filmé à l'époque. Donc il y avait beaucoup de laisser-aller. Malgré tout, nous sommes repartis à la conquête de la confiance du ministère de la Culture et obtenu qu'il nous fasse confiance pour les années à venir. Mais ce travail ne sera pas celui de la ville de Saint-Pierre seulement, ni celui de l'État qui est prêt à nous accompagner, ce sera aussi les acteurs locaux. Et j'entends là la gouvernance de la CTM et la gouvernance de Cap Nord qui va reprendre, qui a déjà en charge la compétence tourisme depuis le 1er janvier 2007, avec laquelle je commence à travailler. Donc c'est à nous aussi localement de faire le nécessaire. Je prends un exemple, regardez ce qui se passe là. Ce camion qui passe, c'est une entrave au développement touristique de la ville de Saint-Pierre, tout le monde le sait. Donc le transport maritime des matériaux est un enjeu. Et ce n'est pas le ministère qui va le résoudre, ce n'est pas le maire de Saint-Pierre, d'accord? La déviation que nous attendons de la... Est-ce que vous êtes entendu? Nous sommes en train d'être entendus, mais je pense que ça ne va pas assez vite. Ça ne va pas assez vite parce que ce tourisme qui est celui de Saint-Pierre, basé sur l'histoire, le patrimoine de la Martinique, d'accord, peut profiter à toute la Martinique. Et je n'arrête pas de dire que ce n'est pas le problème de Saint-Pierre seulement. Donc cette déviation-là, qui s'appelle le boulevard Allégret, le président de la CTM est venu ici et a constaté qu'il était nécessaire qu'on rouvre cette petite voie de contournement pour soulager la circulation de Saint-Pierre. L'enjeu de l'OPA, l'opération programmée de l'amélioration de l'habitat, c'est aussi l'embellissement de Saint-Pierre dont il est question. Et qu'est-ce que l'opération Grand Saint-Pierre a apporté? Je termine sur le fait que j'ai des dossiers actuellement à la CTM qui tardent à sortir. Ce sont des opérations embellissement phase 1, phase 2, phase 3 pour la rue du Général de Gaulle, c'est le traitement des dents creuses, le traitement des espaces qui sont à l'abandon, l'accompagnement des habitants pour les maisons qui sont dégradées. Tout ça contribuera à l'attractivité générale de Saint-Pierre et à booster le tourisme de la Martinique, j'entends bien de le dire. Est-ce que la municipalité génère suffisamment de ressources qui lui permettra d'accompagner même avec l'apport de ces différents acteurs? Actuellement, nous n'avons pas les ressources, c'est très clair.
Moi, j'ai détourné simplement de son travail une société qui s'occupe des 104 rues que nous avons, qui sont l'héritage de l'architecture urbaine d'avant 1902. Il faut les entretenir. Donc, cette société, je lui ai demandé d'alléger le traitement de certaines rues pour pouvoir s'occuper des sites historiques qui étaient totalement à l'abandon. Donc là, les sites sont un tout petit peu plus propres, mais nous sommes en train de mettre en place une entreprise d'insertion qui va nous permettre de révéler certains sites qui sont encore sous les herbes, qui ne sont pas du tout entretenus, et régulièrement d'entretenir et de mettre en valeur de façon plus régulière ces sites qui sont actuellement des sites fréquentés. Parce qu'on arrive au bout de l'interview, des sites comme le théâtre ou encore le vieux cimetière, est-ce que là encore, avec l'apport des guides conférenciers, est-ce que ça pourrait être des moyens de ramener quelques ressources à la commune ? On peut imaginer que le touriste paye sa visite, par exemple. Surtout quand on aura effectivement valorisé notre produit, parce qu'il faut d'abord valoriser un produit avant de le vendre, c'est-à-dire les guides conférenciers, mais aussi la mise en lumière de certains sites, l'animation que nous pourrions mettre en place pour les touristes qui arrivent déjà par le Club Med 2 que nous avons fait venir, par la vedette Express des îles. Et il y a un problème de signalétique aussi dans Saint-Pierre. Signalétique et aussi le paiement de l'accès à nos sites qui n'a pas été mis en place. Donc on va valoriser ces sites, faire en sorte qu'ils soient payés. Je sais que l'un des acteurs majeurs de notre tourisme, qui est le responsable du petit train, s'en plaint. Oui. D'accord ? Nous lui avons offert d'ailleurs la gare du petit train qu'il attendait depuis très longtemps. Oui. La gouvernance précédente n'en voulait pas. Nous l'avons faite. Et donc, à partir de là, pour ne pas lui faire une concurrence déloyale, l'accès au site devrait aussi être payant. Mais il nous reste à organiser cette fermeture. Et là, nous allons commencer à engranger de façon partagée les bénéfices du tourisme que nous attendons pour toute la population de Saint-Pierre et non pas seulement pour des acteurs économiques. Merci Christian Raffa. On pense que très prochainement, on vous reverra, notamment à l'occasion du Mai de Saint-Pierre. C'est très bientôt. Merci beaucoup de l'attention que vous portez à notre ville. Effectivement, le mai, c'est quelque chose que nous voulons être aussi une attraction majeure pour le tourisme martiniquais. Merci, monsieur le maire. Merci quant à vous de nous avoir suivis jusque-là. On vous souhaite une agréable soirée. On se retrouve la semaine prochaine en d'autres lieux pour d'autres aventures. Très belle soirée. Voilà pour cette belle escapade à Saint-Pierre. Rendez-vous samedi prochain pour un nouveau JT Commune avec Hubert Bornil. Pour l'heure, place au sport. La Samaritaine victorieuse de l'Aiglon, hier soir en 13e journée du championnat de Régional 1 en football, un match disputé avec quelques moments de tension. Le résumé signé Louis Sabas. Début de partie entre l'Aiglon du Lamontin en rouge et la Samaritaine, devant un public qui anime les tribunes. En ce début de première mi-temps, l'Aiglon marque son territoire en mettant le pressing sur les jaunes et verts et s'offre même quelques opportunités non concrétisées. Mais si les Lamontinois mènent le bal, les premiers à danser sont les Samaritains sur un contre. Puis une erreur d'un défenseur de l'Aiglon. À la 26e minute du match, Carl Vitulin ouvre le score. Les visiteurs mènent 1-0 face à l'Aiglon. Et l'addition aurait pu être plus salée, car sur cette action, un défenseur de l'Aiglon touche le ballon de sa main à l'entrée de la cage. L'arbitre aura juste préféré accorder le but. Dès lors, la physionomie du match change comme la météo. Si les Rouges tentent de revenir au score, ils encaissent un second but. Sur un corner, Laurent Picrode effectue une reprise de volée.
La balle finit au fond des filets à quelques minutes de la mi-temps. De quoi faire exulter les supporters des jaunes et verts. Deux pour la Samaritaine, toujours 0 pour les Glons. Et les choses ne s'améliorent pas pour les Rouges. Lionel Victoire écope de son deuxième carton jaune. Direction la sortie. Intervient alors la mi-temps. De retour sur la pelouse, l'Aiglon a à cœur de revenir au score. Les Rouges poussent encore, mais sans plus de résultat, si ce n'est la sortie sur blessure de Jean-Luc Joubert, le portier samaritain. Il est remplacé par Jean-Yves Falat. C'est tardivement que les Lamontinois, second au classement, développent leur jeu. Des efforts vains. Ils encaissent même un troisième but de Marny à la 69e minute. Plus aucun point dès lors ne sera marqué. La Samaritaine effectue une bonne opération à l'extérieur face à un Aiglon qui réalise une contre-performance. C'était un concurrent direct au niveau du classement, donc on avait à cœur d'avoir un résultat, surtout à l'extérieur. Et chose faite, on prend 4 points à l'extérieur. Ils ont eu 2 cartons jaunes, plus suivi 2 cartons rouges. Ça nous a bien aidé, donc on est resté en place, on ne s'est pas découvert. On avait à cœur de gagner ce match sur ce terrain, surtout qu'on avait été éliminé par cette même équipe en Coupe de France. Les Glons se trouvaient à la deuxième place du classement. La Samaritaine était derrière nous, c'était un beau match. Maintenant, c'est vrai aussi qu'on n'a pas su mettre les ingrédients qu'il fallait pour faire ce match. L'agressivité, l'envie, la détermination. Au contraire de la Samaritaine qui avait tout ça, qui a su attendre le moment pour nous donner un but, après courir après le score et faire 2-3. Je crois que quand on regarde le match, la Samaritaine méritait sa victoire. Et on fait le point sur les autres matchs de cette 13e journée et notamment sur leur incidence sur le classement général avec Eric Chassol. Toujours hier soir, 4 autres rencontres ont eu lieu. En haut de tableau, le Racing a battu sur la plus petite démarche le RC Saint-Joseph. Dans le derby Foyalais, le club colonial a pris le meilleur sur le Golden Star 2-0. Le Golden Lion poursuit sa remontée. Les Joséphins ont battu le Good Luck 5-2. Enfin, partage des points entre le New Star et l'Essor. Cet après-midi, le derby franciscain a logiquement tourné à l'avantage des hommes de Dominique Jean. Le club franciscain s'impose sur le score de 3-1. Et dans le même temps, l'émulation se donne de l'air en bas de tableau en battant le CSK Pilote 2-0. À l'issue des matchs allés, le RC Rivière-Pilote est leader avec 2 points d'avance sur le club colonial et la Samaritaine. Le Golden Lion est 4e à 3 points du leader et le club franciscain est au pied de la Ligue Antilles. En bas de tableau, l'émulation grappille une place et les 3 dernières sont occupées par le Good Luck, le CSK Pilote et la JS Eucalyptus. Voilà pour les sports, cette information pratique à présent. Pour demain, rendez-vous avec le camion de l'EFS, l'établissement français du sang, à Rivière-Pilote, sur la place du marché entre 8h et 13h avec toute l'équipe donc de l'EFS Martinique. C'est le moment de vous rappeler les principaux titres développés dans cette édition. La mobilisation ce matin pour la piscine du Carbet, des représentants de clubs et des usagers. Ils ont demandé la réouverture de la structure, fermée pour travaux depuis plus d'1 an. Louis Boutrin, conseiller exécutif de la CTM, s'est rendu sur place. Il a annoncé une possible réouverture d'ici 15 jours. Les préparatifs du Grand Prix hippique de la CTM, l'hippodrome de Carrère, étaient en pleine effervescence ce matin avant la course prévue demain. Plus de 2 millions de paris attendus. Votre JT des communes du samedi, nous étions à Saint-Pierre, ville de tourisme, d'art et d'histoire, mais aussi de sciences, avec l'ouverture prochaine du nouvel observatoire volcanologique et sismologique. Enfin, le sport, on vient de le voir, à la 13e journée du championnat de Régional 1 en football et la victoire hier soir de la Samaritaine contre l'Aiglon, 3-0. Place à l'information nationale et internationale avec nos confrères de BFM TV. Juste après la météo de Ruth Fortuna, à 20h, votre divertissement, le Grand Blind Test. Je vous retrouve demain avec grand plaisir.